Vous êtes rentré du cabinet ce jour-là et vous avez accepté. Parce que votre médecin vous a regardé dans les yeux et il a dit « À votre âge, l'hormonothérapie, c'est trop risqué, on ne fait plus ça. » Et vous lui faisiez confiance. Alors vous avez rangé la question. Vous avez appris à vivre avec les bouffées de chaleur qui vous réveillent à 3 heures du matin, trempés. Avec le poids qui s'installe au niveau du ventre, même quand vous ne changez rien à ce que vous mangez. Avec les douleurs articulaires dont personne ne vous avait parlé. Avec cette fatigue, pas la fatigue ordinaire, une fatigue qui modifie quelque chose à l'intérieur. Ce que votre médecin ne vous a pas dit ce jour-là, et je vais vous le dire maintenant honnêtement, c'est que sa réponse était fondée sur une mauvaise lecture d'une seule étude publiée en 2002. Et que pendant 20 ans, des millions de femmes ont souffert inutilement à cause d'une erreur scientifique que la médecine n'a jamais vraiment pris le temps de corriger publiquement. Votre œstradiol, votre œstrogène principal, a chuté de 95% à la ménopause. 95%. Et 80% des gynécologues en exercice n'ont jamais reçu une seule heure de formation spécifique sur ce que ça signifie pour votre corps. Pas une heure. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette conversation est en train d'arriver. Restez. Parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, et vous ne le comprendrez pleinement qu'à la fin de cette vidéo, va changer la façon dont vous regardez ce que vous vivez depuis des mois, peut-être des années. Il y a quelque chose que presque aucun médecin n'a dit à voix haute sur le risque spécifique que la science cite encore aujourd'hui. Un chiffre absolu, pas relatif, qui transforme entièrement la façon dont on devrait peser cette décision. Ce chiffre, vous allez l'entendre ici, dans ce cabinet-là, ce soir. Ce que vous avez vécu n'était pas vieillir, ce n'était pas dans votre tête, et ce n'était certainement pas de votre faute. Vous êtes rentré du cabinet ce jour-là et vous avez accepté. Parce qu'il vous a regardé dans les yeux et il a dit « À votre âge, l'hormonothérapie, c'est trop risqué, on ne fait plus ça. » Et vous lui faisiez confiance. Alors vous avez appris à vivre avec les bouffées de chaleur qui vous réveillent à 3 heures du matin, trempés, avec ce poids qui s'installe au ventre même quand vous ne changez rien, avec les douleurs articulaires dont personne ne vous avait jamais parlé. Ce que ce médecin ne vous a pas dit, je vais vous le dire maintenant, honnêtement, c'est que cette réponse était fondée sur une mauvaise lecture d'une seule étude publiée en 2002. 20 ans. Des millions de femmes qui ont souffert inutilement. Votre œstradiol a chuté de 95% à la ménopause, de 50 à 500 pg par millilitre pendant vos années fertiles, à moins de 20 pg par millilitre ensuite. Et 80% des gynécologues en exercice n'ont jamais reçu une seule heure de formation spécifique sur ce que ça signifie pour votre corps. Pas une heure. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette conversation est en train d'arriver. Restez. Parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, et vous ne le comprendrez pleinement qu'à la fin de cette vidéo, va changer la façon dont vous voyez ce que vous vivez depuis des mois, peut-être des années. Il y a quelque chose que presque aucun médecin n'a jamais dit à voix haute sur ce risque spécifique. Un chiffre absolu, pas relatif, qui transforme entièrement la façon dont on devrait peser cette décision. Ce chiffre, vous allez l'entendre ici, dans ce cabinet-là, ce soir. Le silence se termine ici. Ce que vous avez vécu n'était pas vieillir, ce n'était pas dans votre tête, et ce n'était certainement pas de votre faute. En juillet 2002, une étude a été arrêtée prématurément. La Women's Health Initiative a publié ses résultats, et ils ont fait la une de tous les journaux du monde en moins de 48 heures. L'hormonothérapie augmente le risque de cancer du sein. Voilà ce que tout le monde a retenu. Ce que personne n'a précisé dans ce même communiqué. Les femmes étudiées avaient en moyenne 63 ans au moment où elles avaient commencé le traitement, en post-ménopause depuis plus de 10 ans pour la plupart. Ce n'était pas votre profil.
ce n'était pas votre biologie. Mais la panique, elle, ne faisait pas de distinction. Et en quelques mois, des millions de prescriptions ont été arrêtées, pour toutes les femmes, partout, sans nuance. Ce qui aurait dû suivre, c'est une correction publique. Et des corrections, il y en a eu, publiées entre 2004 et 2022 dans les meilleures revues scientifiques mondiales. Mais elles n'ont jamais eu la même couverture médiatique que la panique originale. Elles n'ont pas fait la une. Elles sont restées dans les journaux spécialisés, lues par les chercheurs, ignorées des médias grand public. Et dans les facultés de médecine, les cursus n'ont pas changé. La ménopause occupe, aujourd'hui encore, moins d'1 heure dans certaines formations médicales de 6 ans. Pas une révision, pas une mise à jour digne de ce nom. 1 heure pour une transition physiologique qui va durer 1/3 de la vie d'une femme. Votre mère a traversé ça sans mots. Elle disait peut-être qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle dormait mal. Vous l'avez peut-être vue changer sans jamais comprendre pourquoi. Ce silence n'était pas un choix, c'était tout ce qu'on lui avait donné. Pas de langage, pas d'explication, pas de médecin capable de nommer ce qu'elle vivait. Et ce silence s'est transmis fidèlement de génération en génération. Ce que vous devez comprendre maintenant, il existe une fenêtre thérapeutique précise, mesurable, que la médecine connaît et que personne ne vous a expliqué. Ce qui se passe à l'intérieur de cette fenêtre ou ce qui ne s'y passe pas détermine des trajectoires cliniques que vous n'imaginez pas encore. J'y reviendrai, parce que c'est là que tout se joue. Voici les 2 paragraphes de l'acte 3. Regardons qui a rempli ce vide, parce qu'un vide, ça ne reste jamais vide longtemps. D'un côté, une industrie du bien-être estimée à 29 milliards de dollars d'ici 2034, qui a proposé des compléments à 80, 100, 150 €, des programmes de rééquilibrage hormonal naturel, des promesses de ménopause sereine et de vitalité retrouvée, sans un seul essai clinique contrôlé derrière. Elle n'a pas créé le problème, elle s'est contentée d'arriver là où la médecine s'était retirée. Et de l'autre côté, des formations médicales qui, 20 ans après la panique de 2002, n'ont toujours pas intégré les réévaluations scientifiques dans leur cursus. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de l'inertie. C'est un système qui n'a pas de mécanisme pour se corriger publiquement. Et des patientes qui ont payé cette inertie dans leur corps, chaque nuit, chaque matin, chaque consultation où on les a renvoyées chez elles sans réponse. Parce que ces femmes, elles ont consulté, elles ne sont pas restées silencieuses. Elles ont décrit leurs symptômes, souvent avec précision, souvent plusieurs fois, et 75% d'entre elles sont reparties sans prise en charge adaptée. 75%. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est la majorité. Ce sont vos voisines, vos collègues, les femmes dans la salle d'attente. Elles n'avaient pas tort de souffrir, elles n'avaient pas tort de demander. Elles avaient simplement en face d'elles un système qui n'avait jamais appris à répondre. Et ce que ce système n'a pas expliqué, ce qu'il n'a peut-être pas su expliquer, c'est qu'il existait dans leur corps un mécanisme précis, avec une fenêtre de temps mesurable, pendant laquelle une décision pouvait tout changer. Ce mécanisme, vous allez l'entendre maintenant. Ce que personne n'a jamais cartographié pour vous, c'est que vos récepteurs aux œstrogènes ne se trouvent pas seulement dans vos ovaires. Ils ont été identifiés dans plus de 400 types de tissus différents. Vos articulations, votre peau, la paroi de vos artères, vos cellules immunitaires, votre muqueuse intestinale. Quand l'œstrogène disparaît, ces sites récepteurs entrent dans un état de dérèglement. Et votre axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien enregistre ça comme un signal d'urgence. Il répond en augmentant la production de cortisol. Pas parce que vous êtes stressé, parce que votre biologie réagit à une absence hormonale massive et le cortisol chroniquement élevé redirige le stockage adipeux vers l'abdomen avec une précision que personne n'a jamais expliquée à voix haute. Ce ventre qui arrive sans raison apparente, ce n'est pas votre alimentation, c'est votre axe HPA en état de crise permanente. L'œstrogène n'est pas seulement une hormone reproductive, c'est aussi un neuromodulateur. Il régule la synthèse de sérotonine, la sensibilité des récepteurs dopaminergiques, l'activité inhibitrice du GABA.
Quand il chute, la signalisation se dérègle. Cliniquement, ça ressemble à une dépression, à de l'anxiété, parfois à des crises de panique. Et le système médical le traite comme tel. Les femmes en périménopause se voient prescrire des antidépresseurs à des taux 2 à 3 fois supérieurs à ceux des hommes du même âge. Pas parce qu'elles vont moins bien psychologiquement, parce que leur chimie cérébrale a changé et que personne n'a cherché pourquoi. Je me souviens de ce matin-là, j'avais 52 ans. Très tôt, seule à ma table de cuisine. Et j'ai réalisé que je fixais la même page d'un article depuis 20 minutes sans en avoir lu un mot. Mes pensées n'étaient pas tristes, elles étaient absentes, fragmentées. Et j'étais médecin, je connaissais la physiologie. Et je me suis quand même retrouvée là à me demander ce qui m'arrivait. La testostérone, on n'en parle presque jamais. Et pourtant les femmes en produisent aussi. Et elles jouent un rôle précis sur la masse musculaire, l'énergie, la clarté cognitive, la libido. Les femmes perdent environ la moitié de leur testostérone biodisponible avant même que la ménopause commence, dès la quarantaine. Pourtant, elle n'est quasi jamais incluse dans un bilan hormonal standard féminin. Elle n'est pas mesurée, donc elle n'est pas discutée. Et ce que ça produit en combinaison avec le cortisol élevé, le dérèglement sérotoninergique, les récepteurs œstrogéniques dérégulés dans 400 tissus, c'est un tableau clinique qui ressemble à simplement vieillir. Sauf que ces mécanismes ne s'annulent pas, ils se cumulent. La résistance à l'insuline. Vous n'avez probablement jamais entendu votre médecin relier ce terme directement à la ménopause. Et pourtant, des travaux publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology documentent une réduction de la sensibilité à l'insuline de l'ordre de 30% dans les 5 premières années post-ménopausiques chez les femmes non traitées, indépendamment de l'alimentation, indépendamment de l'activité physique. Ce n'est pas ce que vous mangez, c'est une cascade métabolique déclenchée hormonalement, le sommeil. Les sueurs nocturnes surviennent pendant les phases de sommeil lent profond, celles où la mémoire se consolide, où les tissus se réparent. Des études de polysomnographie montrent une réduction de 30 à 40% du temps en sommeil profond chez les femmes post-ménopausiques non traitées. Nuit après nuit, ça s'accumule. Ce n'est pas votre rythme de vie, c'est votre biologie qui répond à une absence. Il y a quelques mois, une femme est venue me voir. Je l'appellerai Marie, 56 ans, nutritionniste de formation. Elle m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon corps n'obéit plus à ses propres règles. Je mange pareil depuis 10 ans, je bouge autant, et je prends du poids au ventre chaque mois. » Elle avait raison. La déplétion œstrogénique modifie l'activité de la lipoprotéine lipase de façon site-spécifique, favorisant l'accumulation viscérale plutôt que sous-cutanée. Le même apport énergétique, un stockage fondamentalement différent. Elle m'a dit « Ça fait 2 ans que je me croyais en train de perdre le contrôle de mon propre corps. » Ce n'était pas une perte de contrôle, c'était une biologie qu'on ne lui avait jamais enseignée. L'os maintenant. Silencieux, vous n'allez pas sentir votre densité diminuer. Aucune douleur, aucun signal d'alerte. Des données publiées dans Ostéoporosis International documentent une perte osseuse de 2 à 3% par an dans les 5 premières années post-ménopausiques. Sur cette seule fenêtre, jusqu'à 15% de densité perdue. Et une femme sur 2 de plus de 50 ans développera une fracture liée à l'ostéoporose au cours de sa vie. Ce processus a peut-être déjà commencé chez vous, en ce moment. Ce que la réanalyse de la WHI a finalement établi et que votre médecin n'a peut-être jamais lu. Les femmes ayant commencé l'hormonothérapie entre 50 et 59 ans présentaient une réduction de 30% de la mortalité, toutes causes confondues. Toutes causes. Ce chiffre a été publié dans des revues peer-reviewed. Il n'a jamais fait la une d'un seul quotidien grand public. C'est là, dans ce mécanisme, que la décision médicale de 2002 a coûté le plus cher. Vous avez peut-être fait exactement ce qu'on vous a dit. Marcher tous les matins, ajuster votre alimentation, arrêter le café. Et les symptômes ont persisté. Et à un moment, la conclusion est venue d'elle-même. C'est moi. Sauf que non. Ce n'est pas du vieillissement. C'est un effondrement hormonal que personne ne vous a jamais expliqué.
Aucune discipline ne peut compenser une chute hormonale que personne n'a daigné vous nommer. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule. Ce que vous avez vécu n'était pas un problème psychologique. C'était votre biologie en train de changer profondément, dans un silence complet. Après 60 ans, les maladies cardiovasculaires deviennent la première cause de mortalité féminine, devant tous les cancers. L'œstrogène avait un rôle protecteur direct. La décision prise en 2002 n'a jamais été accompagnée d'une conversation honnête. Ce n'était pas de la prudence, c'était un silence avec un coût physique mesurable. Et ce coût, vous l'avez porté seul. Dans 1 à 3 ans, si rien ne change, les symptômes vasomoteurs ne vont pas simplement passer. Pour les femmes sans prise en charge adaptée, les bouffées de chaleur persistent en moyenne 7 à 14 ans. Pas une phase. Une réalité clinique à long terme. Et chaque nuit fragmentée laisse quelque chose de mesurable. Le cortisol s'élève, le métabolisme se dérègle, la mémoire de travail se détériore. Votre entourage remarque que vous êtes différente. Et la conclusion qui finit par s'imposer, faute d'autres explications, c'est moi. Je n'y arrive plus. Non, ce n'est pas ça. Il y a un symptôme dont on ne parle presque jamais en consultation parce qu'il embarrasse. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause, l'atrophie de la paroi vaginale, les douleurs à l'intimité, les infections urinaires récurrentes, l'urgence mictionnelle que vous avez peut-être mise sur le compte de l'âge. Ce syndrome ne se stabilise pas seul, il progresse. 45% des femmes ménopausées en souffrent et moins d'un quart en parlent à leur médecin. Pas parce qu'elles ne souffrent pas assez, parce que personne ne leur a jamais dit que c'était traitable. Entre 3 et 10 ans, le silence commence à laisser des empreintes permanentes. La fenêtre thérapeutique pour la santé osseuse se referme progressivement. Les récepteurs qui répondaient à l'œstrogène perdent leur réceptivité avec le temps. Le profil lipidique se modifie. Le LDL monte, le HDL baisse. Et la cognition. Pas une démence, pas encore. Des oublis qui s'accumulent. Un brouillard mental que vous avez peut-être commencé à expliquer par le stress, la fatigue. Ces symptômes cognitifs non investigués s'inscrivent dans des circuits neuronaux que l'œstrogène avait un rôle prouvé à protéger. À l'horizon de 10 à 30 ans, les trajectoires que je vois dans ma pratique ne sont pas des abstractions. Ce sont des dossiers de femmes que j'ai suivis pendant des décennies. Les fractures de hanche sont la première cause d'entrée en dépendance pour les femmes après 70 ans. Sur les données françaises actuelles, 35% des décès féminins ont pour origine une maladie cardiovasculaire, les deux systèmes que l'œstrogène protégeait le plus activement. Et dans les recherches en neuroendocrinologie des 15 dernières années, le lien entre déplétion œstrogénique non traitée et risque accru de démence est un signal de plus en plus robuste. Et en ce moment, pas dans 3 ans, 70% des femmes traversant cette transition décrivent une anxiété qu'elles n'avaient jamais connue avant. Les taux de dépression doublent en périménopause, pas parce que votre vie est objectivement plus difficile, parce que votre chimie cérébrale a changé et vous portez en plus le poids du silence. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces symptômes est celui dont personne ne vous avait jamais prévenu, celui qu'on vous a dit que c'était juste le stress ou juste l'âge. Je lis chaque commentaire. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un silence hérité avec un coût physique mesurable. Ce que vous savez maintenant, vous pouvez l'amener avec vous dans un cabinet dès demain matin. Commencez par cette question. Docteur, avez-vous suivi une formation continue sur la prise en charge de la ménopause au cours des 5 dernières années? Ensuite, je souhaite un bilan hormonal complet incluant l'œstradiol, la progestérone, la testostérone totale et libre et la fonction thyroïdienne au-delà du TSH seul. Si vous avez plus de 50 ans et que personne ne vous a prescrit d'ostéodensitométrie, le DEXA-scan, demandez-le par ce nom exact. Si la balance ne bouge pas malgré des efforts cohérents, demandez une insulinémie à jeun. Si votre stade de périménopause n'a jamais été clarifié,
demandez la FSH. Et si on vous répond que vos résultats sont dans les normes pendant que vous continuez à souffrir, je comprends que mes résultats puissent paraître dans les normes standards. Je vis les symptômes suivants: bouffées de chaleur, troubles du sommeil, brouillard cognitif, et je souhaite qu'ils soient explorés comme cause hormonale potentielle et non écartés comme stress ou vieillissement normal. C'est difficile. Vous demandez à un système qui vous a abandonné de soudainement vous servir. Mais vous avez maintenant le langage auquel ce système répond. Pour trouver un praticien réellement formé, cherchez en France un médecin référençant les recommandations actualisées de la Société française de ménopause. La certification de la North American Menopause Society est reconnue internationalement comme indicateur sérieux de formation spécifique. À cette première consultation, posez cette question. Quelle est votre position sur les recommandations de 2022 concernant l'hormonothérapie chez les femmes symptomatiques de 50 à 60 ans? La réponse vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir en 30 secondes. Vous n'êtes pas une patiente qui attend d'être autorisée à aller mieux. Vous êtes une femme qui comprend maintenant ce qui s'est passé dans son corps. Le silence s'arrête ici. Mais une question risque de ne pas vous quitter ce soir. Combien d'années avez-vous cru que ce que vous viviez, c'était simplement vieillir, alors que c'était le résultat d'une décision médicale prise en 2002 sans que personne vous demande votre avis? Dans la prochaine vidéo, il y a un mécanisme que je n'ai pas encore nommé et il concerne directement ce que vous dites ou ne dites plus dans votre prochain cabinet. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez eu besoin d'entendre, ce que personne ne vous avait jamais dit avant aujourd'hui. Écrivez-le pour vous. Écrivez-le aussi pour la femme qui va regarder cette vidéo après vous, qui se croit seule, à qui on a répété que c'était le stress, l'âge, quelque chose à accepter. Elle va lire ce que vous laissez. Je lis chaque commentaire, sans exception. Prenez soin de vous. À la prochaine. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous aviez besoin d'entendre, ce que personne ne vous avait jamais dit avant aujourd'hui. Ce que vous auriez voulu que votre médecin vous dise il y a 5 ans, il y a 10 ans, le matin où vous avez commencé à vous demander ce qui vous arrivait. Écrivez-le ici. Pas seulement pour vous, pour la femme qui va regarder cette vidéo dans 3 mois, seule à 3 heures du matin, qui croit encore que tout ce qu'elle vit, c'est son problème à elle. Elle va lire ce que vous laissez. Je lis chaque commentaire, sans exception. Prenez soin de vous. À la prochaine.